Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers Normandes, chers Normands. Bienvenue ce soir, en ce dimanche 30 mai 2021, pour notre 16e, pardonnez-moi, table ronde numérique sur le QG de la Normandie conquérante. Nous sommes à Beuzeville. Il est un peu plus de 19 heures et c'est un vrai plaisir pour nous de vous retrouver pour débattre ensemble des sujets qui vous intéressent. Et ce soir, après l'économie sociale et solidaire, hier avec Linda Lahalle, nous avons rendez-vous ce soir pour débattre handicap, invisibilité et solidarité avec des intervenants de qualité, avec une expérience aiguisée en la matière que je vais présenter dans quelques instants. Vous vous rappelez qu'effectivement, dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé, il est particulièrement compliqué d'aller à votre rencontre avec de fortes jauges physiquement. Et donc, il a été décidé avec Hervé Morin et la Normandie conquérante de vous proposer désormais chaque week-end des débats, des émissions de ce type. Et c'est donc la 16e ce soir. Ces échanges se veulent interactifs. Vous êtes déjà connectés pour beaucoup. Je salue Paul Millier, je salue Marie-Noël Chevalier, Samy Pont et également Linda Lahalle qui est ici nous présente ce soir, Aline Louis, André Pionnet. N'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires, de vos questions. Nous les remonterons pour nos intervenants que je vais donc présenter dès à présent ce soir. Donc pour débattre sur le handicap, ils sont 4. Ils viennent de l'ensemble du territoire régional et je vais donc commencer par donc celui qui se tient à ma gauche, Bertrand Degnaud, que vous connaissez déjà, qui était déjà intervenu il y a quelques semaines sur un tout autre sujet lié au lycée. Bertrand Degnaud, donc je vous présente, vous avez 49 ans, vous êtes vice-président de la région Normandie en charge des lycées. Vous êtes également candidat aux élections régionales de Normandie pour la liste portée par Hervé Morin. Vivre la Normandie. Bertrand, bonsoir. Bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence, Bertrand, ce soir. Je vais donc rester sur ma droite, votre gauche, donc pour présenter Cécile Rémy Bastille. Vous venez donc du territoire de l'Eure. Vous avez 52 ans, vous êtes infirmière et vous êtes donc également candidate aux élections régionales de Normandie sur le département de l'Eure. Une liste départementale menée par Guy Lefranc que nous retrouverons la semaine prochaine pour un débat. Cécile, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Gauthier, c'est la question que je pose à tous ceux qui nous regardent. Comment allez-vous ? Nous y répondrons donc en commentaire avec notamment les personnes qui sont déjà présentes. Merci à vous. Je me tourne désormais vers ma gauche, votre droite, donc avec Francine Maragliano. Francine, vous avez 60 ans. Vous êtes adjointe au maire d'Évreux, conseillère communautaire déléguée à Évreux Porte de Normandie, également donc aux délégations sur des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité. Francine, bonsoir. Bonsoir Gauthier. Comment allez-vous ? Très bien, ce jour de fête des mères avec une pensée particulière pour les mamans qui ont des enfants en situation de handicap. Tout à fait, et également à toutes les femmes de Normandie notamment. Et enfin donc pour terminer la présentation de nos intervenants de ce soir, accueillons très chaleureusement David Gall. Vous avez 40 ans, vous êtes consultant en handicap, vous venez de la Manche et donc vous êtes consultant au sein de votre cabinet que vous avez créé, qui donc intervient notamment dans la sensibilisation aux enjeux, au sujet du handicap. Nous allons en parler dans quelques instants. David, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à vous 4 d'être présents. Vous rappelez que dans un souci d'accessibilité, cette table ronde numérique, cette émission sera possible à revoir avec une retranscription, avec donc des sous-titres lors de la rediffusion à la fin donc de cette émission diffusée en direct, permettant donc aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir la regarder, bien entendu. Voilà. Après donc les présentations, nous allons pouvoir commencer notre émission. Je me tourne donc vers Bertrand Degnaud. Bertrand, vous êtes donc, pour rappel, vice-président en charge des lycées. Et donc, la région Normandie, depuis l'arrivée d'Hervé Morin et de la Normandie conquérante aux manettes de la région Normandie, il y a près de 6 ans, a pris à bras-le-corps le sujet du handicap. C'est un sujet qu'on a pu avoir à gérer dans différents domaines. Il y a un premier qu'on a pu aborder tout à l'heure, qui est les lycées, où on a le programme d'investissement que vous connaissez, qu'on a déjà présenté lors de la dernière émission. Et il y a un budget à part qui s'appelle ADAP,
où on met par an 6 millions d'euros pour pouvoir améliorer l'accessibilité des bâtiments. Il faut savoir que dès lors qu'on construit ou qu'on rénove un bâtiment, il est forcément à jour et modifié selon les règles d'accessibilité parce que c'est la loi. Mais en plus de ça, on a des chantiers à part qui sont dédiés indépendamment de toute rénovation de bâtiments pour faciliter l'accessibilité dans les établissements scolaires. On a aussi de l'investissement pour le rendre plus accessible pour les handicaps physiques, je parle, les gares, l'accessibilité des gares. Même chose dès lors que tout bâtiment public est à nouveau refait ou modernisé ou adapté aux demandes modernes. Et bien évidemment, il y a une part accessibilité qui est faite. Et donc, on a ça qui est mis en place. Il y a 38 sites qui ont déjà été grosso modo refaits ou en train d'être refaits en Normandie pour permettre une meilleure accessibilité. Et puis on a d'autres actions avec vis-à-vis des étudiants. On soutient des thésards sur les sujets du handicap. On soutient également une association qui s'appelle Handisub, qui est sur l'agglomération de Rouen et la Seine-Maritime pour les étudiants en Seine-Maritime, qui agit aussi via son programme Simon pour accompagner un certain nombre de choses. Donc on a agi déjà, mais on veut donner un deuxième élan à cette action parce qu'on s'est rendu compte au fil du mandat qui s'achève et qu'il y avait des besoins énormes, des besoins très divers. C'est pour ça que cette émission ce soir parle de handicap au pluriel parce qu'il n'y a pas un seul handicap, il y a plein de handicaps. On parle dans le petit carton d'invitation, on parle des handicaps visibles et invisibles, mais il y a une foultitude de handicaps, il y a une foultitude de personnes humaines. Et donc, on va essayer ce soir de vous présenter un peu les différents axes que l'on peut avoir dans nos domaines de compétences. C'est une chose très importante. On n'est pas dans la compétence propre de la région, mais on a des leviers, on a des moyens d'action, on a une volonté politique de le faire. C'est ce qu'on va vous présenter avec, je voudrais insister là-dessus, on a une marque de fabrique dans le mandat qui s'achève, c'est qu'on a tenu les promesses qu'on avait pu faire dans le mandat précédent. Et donc, tout ce qu'on va vous présenter ce soir a été étudié, a été vu et sera financé et sera lancé comme la quasi-totalité de ce qu'on a pu gérer depuis 5 ans au sein de la région Normandie. Merci beaucoup Bertrand Dognaud pour la présentation de ce bilan porté par la région Normandie, Hervé Morin et la Normandie conquérante. Nous avons déjà des questions au sein donc des commentaires que je poserai dans quelques instants, ou devrais-je dire même tout de suite, en me tournant donc vers Francine Maragliano. Francine, vous qui êtes élue sur un territoire, celui d'Évreux et également de son EPCI, nous avons la question de Karine Bertin-Merlen, j'espère que je le prononce bien. Les petites communes ont-elles des subventions départementales simples et rapides à déclencher pour rendre les écoles rurales accessibles? Alors, les écoles rurales, les écoles élémentaires, primaires sont également à la charge des municipalités et des EPCI dans certains territoires. Concrètement, par votre expérience, qu'est-ce qui a évolué ces 10 dernières années en matière d'accessibilité, notamment pour les jeunes publics en situation de handicap ? Alors depuis ces 10 dernières années, je pense que, comme l'a évoqué mon collègue, ça a considérablement évolué. Pourquoi ? Parce que déjà la loi du 11 février 2005 est arrivée par là et est venue décrire l'ensemble des familles de handicap. Et on a découvert à ce moment-là qu'il y avait finalement 80% de handicap qui étaient invisibles et il a fallu élargir le terme d'accessibilité finalement à un public très large. Et l'accessibilité, c'est également l'accessibilité au contenu des cours, l'accessibilité auditive, l'accessibilité architecturale. Et on voit bien qu'au fur et à mesure de l'expérience des uns et des autres, et puis en même temps de la spécificité des territoires, puisque en milieu rural, nous avons aussi des enfants en situation de handicap. Dans le meilleur des cas, quand le diagnostic n'est pas posé, mais en milieu rural, il y a un véritable problème de diagnostic qui n'est pas encore posé, en lien avec évidemment le secteur médical et les professionnels. Merci beaucoup Francine pour la réponse apportée justement donc à Karine Bertin-Merlen, que je remercie pour sa question. N'hésitez surtout pas, vous, celles et ceux qui nous regardez, à continuer à en poser. Je me tourne désormais, je salue Calin, Rouki, Oscar, bonsoir. Gabi, Rémi, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai également omis de présenter que donc Francine, vous êtes également candidate sur la liste des régionales du département de l'Eure. Veuillez m'en excuser. Je me tourne donc vers désormais David Gall. Vous êtes consultant en
handicap. Justement, hier, lors de notre précédente émission, nous parlions de l'économie sociale et solidaire et de son volet d'inclusivité. Vous êtes donc dans votre quotidien professionnel particulièrement intéressé ou même particulièrement témoin de cette dynamique. Et concrètement, dans votre activité, que pourriez-vous dire concernant les progrès à faire, ce que vous proposez et ce qui a déjà été mis en place, ce qui a déjà évolué dans la question de l'insertion des personnes en situation de handicap, notamment peut-être sur le volet de la sensibilisation? Je vais reprendre un petit peu les propos de ma voisine et je vais noircir un peu le tableau en démontrant que tout n'est pas rose aujourd'hui, qu'il y a quand même des soucis aujourd'hui de sensibilisation au sein des écoles, déjà, dans un premier temps. Que l'emploi aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, que nous avons un chômage de masse qui s'installe en France, que nous devons lever les freins de l'accessibilité, les freins de la formation. Et pour tout ça, il faut aussi mettre en avant qu'une loi existe et que cette loi doit être appliquée. Et j'espère que demain, le mandat qui arrive sera celui de l'action et qu'il lèvera, on va dire, toutes ces problématiques. Merci beaucoup David pour vos propos. Effectivement, avant de redonner la parole à Bertrand Degnaud, donc me tourner vers Cécile et Rémi Bastille. Donc vous êtes infirmière et également particulièrement à la pointe sur le sujet de la maison des femmes. Ça fait partie également de ce thème de ce soir sur l'invisibilité. Il y a un sujet aujourd'hui qui est particulièrement important, qui est justement des agressions, des violences conjugales, notamment auprès des publics féminins. Pourriez-vous, pour celles et ceux qui nous regardent, nous présenter ce que c'est qu'une maison des femmes? Depuis quand ce projet a vu le jour et comment il va évoluer à l'avenir sur le territoire, s'il vous plaît? Les maisons des femmes, c'est parti d'un constat très simple. Les violences faites aux femmes touchent toutes les femmes de tous les milieux sociaux, sans aucune distinction de localisation, de religion. Néanmoins, les femmes qui sont plus vulnérables, et ce soir, puisque nous parlons du handicap, nous avons un chiffre qui fait froid dans le dos. Une femme sur 3 atteinte de handicap serait, un jour ou l'autre dans sa vie, victime de violence. Quand on est victime de violence, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit psychique, pour s'en sortir, c'est assez difficile. Donc le constat était simple, c'est essayer et réussir de créer un lieu qui soit un lieu sécurisé, qui soit un lieu chaleureux et un lieu dans lequel il y ait toute une équipe pluridisciplinaire qui soit là pour accueillir et aider des femmes à essayer de retrouver leur autonomie. Ces maisons des femmes, le président Morin est allé en visiter une en Seine-Saint-Denis, c'est la maison des femmes initiatrices. C'est un projet qui verra le jour lors de la prochaine mandature, puisque avec la détermination d'Hervé Morin, quand il veut quelque chose, il fait en sorte que ses équipes se mettent en ordre de marche. Donc avec tous les acteurs concernés, la région s'engage à co-construire 3 maisons des femmes pour que tout le territoire soit maillé et que chaque femme atteinte de violence, quelle qu'elle soit, puisse trouver une structure ou une équipe avec des médecins, aussi des officiers de police, avec des sages-femmes, soit là pour les écouter, les recevoir, les croire, et puis ainsi permettre à ces femmes de retrouver leur autonomie. Merci beaucoup Gisèle pour cette présentation effectivement de l'importance de ces maisons des femmes qui vont être déployées lors de la prochaine mandature. Si, chers Normands, vous nous en faites la confiance, si vous du moins la renouvelez. Bertrand, donc nous avons entendu les prises de parole différentes, que ce soit Francine, que ce soit également David et donc dernièrement Cécile. Il y a de nombreux enjeux, il y a de nombreuses thématiques, il y a de nombreuses choses à faire et notamment sur ce que disait tout à l'heure David, la sensibilisation dès le plus jeune âge à la non-discrimination des personnes en situation de handicap et également d'une démarche d'inclusivité à donc inculquer. Que peut faire la région et qu'est-ce que peut-être a déjà fait la région sur ce sujet? Alors là, on touche un sujet
clé et une question clé qui est, à mon avis, la base de tout. Et ce qu'a dit David est tout à fait vrai quand il dit que c'est loin d'être rose. On a un gros problème en France, c'est que dès qu'on touche aux questions de handicap, dès qu'on essaie de parler de handicap, on n'y arrive pas. On ne sait pas faire, on tombe dans le larmoyant, on tombe dans la gêne, on n'ose pas dire les mots, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas regarder un enfant ou une personne handicapée dans les yeux normalement comme les autres parce que on se dit mais j'ai peur de mal réagir, etc. Dans les pays anglo-saxons, vous n'avez absolument pas cette façon de voir les choses et on a une façon de considérer les personnes en situation de handicap complètement différente. Et ça passe par, à notre avis, une chose très importante. Je l'ai vécu personnellement et on va essayer, dans notre champ de compétences qui est les lycées, de développer ce genre de choses et de faire en sorte que l'État, qui est à la manette, qui devrait l'être en tout cas, joue pleinement son rôle. On veut éventuellement essayer de se donner bonne conscience en créant absolument des classes inclusives et des choses comme ça, mais on s'en est pas donné les moyens, de sorte qu'il n'y a pas assez de classes inclusives et d'inclusion qui est faite à l'école. L'essentiel des choses, c'est de faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, soient habitués à la différence, de voir quelqu'un qui marche pas forcément comme eux, de voir quelqu'un qui n'a pas la même réaction que les autres, de voir quelqu'un qui n'apprend pas aussi vite que les autres, de voir quelqu'un qui ne voit pas aussi bien, quelqu'un qui n'entend pas aussi bien, quelqu'un qui ne supporte pas forcément le moindre bruit, quelqu'un qui peut avoir des réactions différentes, qui peut moins bien parler. Plus vous commencez tôt à habituer des enfants, moins c'est compliqué après et plus la différence s'efface et puis tout le monde s'habitue. Et quand on devient adulte, eh bien, on a été habitué, on a toujours connu ça dans son enfance, dans sa jeunesse, et ça devient quelque chose de naturel, et c'est totalement facilitant pour ensuite prendre les bonnes décisions et traiter tout le monde avec égalité. Donc nous, on a plusieurs décisions fortes qui sont annoncées ce soir. Vous savez que dans le cadre des lycées, notamment dans les lycées professionnels, on a ce qu'on appelle la carte des formations qu'on co-décide avec les services de l'État. Et donc on va demander, on va exiger de l'État que tous les ans, dans le cadre de cette carte de formation, il y ait au moins 2 classes dédiées, inclusives, comme on veut bien les appeler, mais qui soient vraiment faites avec des professionnels, des personnes formées, dédiées, capables de gérer les journées de A à Z des enfants. On impose, on dit, nous, on veut qu'il y ait absolument, par département, 2 classes qui soient ouvertes pour qu'on puisse enfin satisfaire aux besoins des parents, sachant qu'il y a une foultitude de situations de handicap et qu'il faut vraiment faire très attention à avoir des professionnels formés. Donc l'État va devoir jouer son rôle et nous, on va forcer la main de l'État s'il faut pour obtenir ça. Il faut savoir aussi qu'on parlait tout à l'heure de notre programme ADAP, on était à 6 millions d'euros, on va le porter à 25 dans les années qui viennent pour vraiment donner un coup d'accélérateur sur l'accessibilité physique et matérielle des biens dans les lycées pour qu'on puisse favoriser les choses. Et puis, on parlait d'économie sociale et solidaire, et c'est le lien que je fais avec les lycées. En ex-Haute-Normandie, il y avait une habitude de faire appel à des ESAT, ce qu'on appelait autrefois des CAT, pour faire certains travaux, notamment d'espaces verts. Donc on va étendre à l'ensemble du territoire cette façon de faire parce que ces établissements-là, qui sont en place, créés par l'État, ont besoin de clients. Ce sont des entreprises qui cherchent des marchés et ils ont besoin d'argent et ils ont besoin aussi d'activités pour donner aux personnes qu'ils accueillent du travail, de l'activité au quotidien, parce que parfois on voit des personnes en situation de handicap qui n'ont pas de travail dans ces établissements-là et parce qu'il n'y a pas de commande d'entreprise, parce qu'il n'y a pas de commande publique. Donc, comme tout fournisseur d'économie, comme tout acteur de l'économie, les ESAT seront aussi accompagnés par la région en ayant des demandes spécifiques. On a parlé aussi dans le cadre du pacte numérique pour les élèves de seconde, les ordinateurs qui seront prêtés à la rentrée, le développement du Wi-Fi, etc. Nous allons faire en sorte aussi qu'une enveloppe spécifique soit créée et mobilisée pour avoir des équipements numériques adaptés aux situations de handicap des jeunes Normands pour qu'ils puissent être eux aussi traités avec équité, pour qu'on puisse ne plus avoir ces différences. Et on va aussi adapter nos internats, puisqu'on va avoir un grand plan d'internat. Eh bien,
l'accessibilité et la vie des internats sera aussi adaptée aux situations de handicap, pour que tout le monde puisse venir dormir dans les établissements scolaires en fonction de ces situations compliquées. Alors c'est l'accessibilité, c'est les douceurs d'éclairage, c'est les moins de bruit, c'est moins de choses comme ça, pour que tout le monde puisse être apaisé, parce que pour certaines personnes c'est compliqué. Ce sont là des grandes lignes, ce sont des choses fortes en ce qui concerne les lycées. On en a encore d'autres qu'on abordera tout à l'heure, mais c'était des points sur lesquels je veux vraiment insister, parce que personne ne l'a encore fait pour l'instant. Ça n'a jamais été fait en Normandie, de donner autant d'argent et de mettre autant de moyens et de volonté politique, puisque la carte des formations et la création de ces classes-là, c'est indispensable, et on doit le faire vraiment très vite. Ça n'a jamais été fait en Normandie. C'est la première fois que nous prenons cette décision, et je vous garantis que ça va être fait, parce que comme tout ce qu'on a fait depuis le début, quand on a décidé quelque chose, et tu disais quand Hervé Morin a quelque chose dans la tête, eh ben il va jusqu'au bout. Je vous garantis que sur ce sujet-là, on ira aussi au bout et qu'on obtiendra des résultats. Merci beaucoup Bertrand. Effectivement, sur ce sujet de l'inclusion, de la sensibilisation, il y a eu énormément d'éléments qui ont été faits, notamment ce que vous disiez tout à l'heure, donc Bertrand Degnaud, également rappeler que, et je parle sous la surveillance de Bertrand, que la région Normandie a accompagné l'association Handisup, qui permet justement donc à des étudiants de progresser et de pouvoir s'insérer au sein d'un parcours donc estudiantin, avec un montant de 59 000 € qui a été donc débloqué sur l'année 2020, ce qui permet donc à 121 étudiants de pouvoir être soutenus, ce qui est une hausse de 14%. Aussi peut-être présenter le fait sur la question de l'inclusion. Qui dit inclusion dit également accessibilité pour le logement, avec donc des sites qui ont été réhabilités, qui ont été modernisés, des sites qui datent notamment des années 60-70, où effectivement ce sujet, chère Francine, n'était pas forcément pris en considération, du moins pas autant qu'aujourd'hui. Nous pouvons citer notamment donc le site bâtiment B4 du campus de Mont-Saint-Aignan, le site Le Bon au Havre, ou encore donc le centre Crous de résidence à Caen, Le Bizet et Campus 1. Cette question donc de sensibilisation que vient donc de présenter Bertrand Degnaud, c'est un sujet, cher David, qui vous occupe dans votre quotidien professionnel. Vous allez à la rencontre des acteurs économiques, vous allez également à la rencontre des collectivités territoriales. Concrètement, par rapport à votre expérience, quelles sont les attentes au sein des entreprises, notamment pour une meilleure insertion professionnelle, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, peut-être qu'il faudrait changer, ou des choses qu'il faudrait mettre en place pour justement renforcer cette inclusion au sein du secteur économique? Ça a été dit tout à l'heure, changer le regard déjà sur la situation de nos compatriotes en situation de handicap, arrêter d'en faire un problème. Aujourd'hui, le handicap, il y a aussi des compétences, d'énormes compétences. Vous avez des gens qui sont très qualifiés, qui ont beaucoup de talent, mais on leur refuse aujourd'hui l'accès à l'emploi par une différence qui parfois se voit. Je sais qu'aujourd'hui, le handicap fait peur au monde de l'entreprise. Donc tout ça, il faut en fait passer par la sensibilisation et expliquer que ce n'est pas un frein et accompagner les entreprises. Et ça passe par une véritable sensibilisation. Et puis qui est très important aujourd'hui, c'est lever les freins d'accès. Il faut accéder. Aujourd'hui, vous avez encore trop de lieux qui ne sont pas accessibles à tous, trop d'entreprises qui ont pris du retard, donc il faut lever tout ça et comme l'a dit le vice-président, il faut mettre des actions et mettre les moyens. Merci beaucoup David. Vous êtes nombreux en commentaire à vous exprimer, et notamment Élise Rémy, que je salue, qui donc nous pose, ou plutôt nous partage le commentaire suivant, ce qui me permettra de donner la parole donc à Cécile. L'inclusion est bien sûr une bonne chose, néanmoins, tous les enfants ne peuvent pas y accéder si le handicap est trop sévère. Pour l'inclusion, il est nécessaire d'avoir des AVS, donc des personnes assistantes qui donc viennent en soutien de ces enfants, de ces AVS, mais ils sont malheureusement non spécialisés, exemple AVS codeur, et pas toujours en nombre suffisant. Il ne faut pas non plus oublier les structures spécifiques qui sont trop peu nombreuses. Cécile, donc Rémy Bastille, vous êtes infirmière dans votre quotidien, vous êtes confrontée de plusieurs reprises à des personnes en situation de handicap, sans doute également un public jeune, avec des parents qui parfois se retrouvent parfois démunis.
démunis et qui donc ne sont en recherche de solutions. Concrètement, par rapport à ce que vient de dire Élise Rémy, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sur quel sujet il faudrait réfléchir, ou plutôt quelles actions à mener? Et ensuite, quand ces familles arrivent dans les soins, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente. Et on les oriente notamment, c'est ce que je vais faire à l'instant, je vais faire comme je ferais si j'étais dans un service, je les orienterai vers la spécialiste des associations qui est Francine. Je remercie vraiment l'auditeur là pour sa question, parce qu'on parle depuis le début d'inclusion, de sensibilisation. Mais en fait, tout démarre depuis tout petit. C'est-à-dire que plus on aura de place en crèche, plus on aura de place en école maternelle. Nous, par exemple, à Évreux, nous avons créé une unité d'enseignement dès la maternelle. Nous faisons le point très régulièrement. Du coup, nous travaillons avec l'éducation nationale, avec tous les travailleurs du médico-social. Et finalement, aujourd'hui, il y a eu la journée bleue où en fait tous les parents, valides et invalides, ont en fait partagé cette journée ensemble. Et là, on est dans le vivre ensemble au quotidien et du coup, il n'y a plus de cette stigmatisation. Donc moi, j'ai envie plutôt d'avoir un discours optimiste et de dire que si on commence très tôt, eh bien ça marche puisqu'on ne regarde plus l'autre différemment. Ça, c'est mon premier point. Pour revenir sur la scolarisation, on aura beau faire tous les efforts. Mais certains enfants ont de telles difficultés qu'il faut tant un accompagnement architectural, on l'a vu, un accompagnement numérique, on l'a vu aussi, mais il faut un accompagnement humain. Cet accompagnement humain, c'est un investissement sur le long terme. C'est un investissement pour l'emploi, c'est un investissement pour le parent en devenir et c'est un investissement pour les aidants qui accompagnent ces enfants. Nous, par exemple, dans l'Eure, il y a un manque et il faut pouvoir le dire aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ma posture. Vous m'en excuserez d'avance, mais par exemple, il y a 200 enfants qui n'ont pas d'accompagnement d'AVS sur un seul des départements. Donc, je pense, et je suis convaincue, d'où mon engagement, qu'il faut cette force politique pour faire pression. Et je sais qu'Hervé est vraiment très engagé dans le champ du handicap. Guy Lefranc l'est également pour la ville d'Évreux. Voilà. Et qu'avec cette pression, puisque nous avions fait une grande manifestation justement avec les parents qui avaient de vraies difficultés. Et tous les jours, nous avons apporté nos lettres au préfet du département de l'Eure en lui disant non, ce n'est pas un cas individuel. Il y a vraiment de très nombreux enfants. Donc si on multiplie, nous 200, c'est à peu près voilà, le nombre d'enfants par 5 départements, ça représente un nombre d'enfants, sans oublier ces enfants qui vont à l'école 1 heure par semaine, 1 heure par mois, et où parfois les enfants n'ont pas accès à l'école parce que l'AESH est en arrêt maladie et parce qu'elle n'est pas remplacée. C'est un vrai sujet et ça, je pense qu'on le verra dans les propositions, dans l'Observatoire régional du handicap, nous pourrions vraiment porter cette problématique parce qu'il n'y a pas une permanence à la ville d'Évreux et ailleurs en tant que présidente d'ASSO où il n'y a pas des difficultés d'accès à la scolarisation de ces enfants, mais pour tout type de handicap. Merci beaucoup Francine. Effectivement, l'Observatoire régional du handicap qui est de l'une des propositions portées par Hervé Morin et la liste Vivre Normandie, donc de la Normandie conquérante. Nous avons également Karine Bertin-Merlin, encore une fois j'espère bien prononcer, qui pose la question suivante par rapport à ce que vous venez de dire, notamment sur le thème des 0 à 3 ans. Elle dit, je cite, les invisibles. Pourquoi avoir le droit à une AESH à partir de l'école et pas avant? En crèche, quelle formation pour les assistantes maternelles, le personnel de crèche, pour obtenir du matériel adéquat, au-delà du fait que 0 à 3 ans des années soit crucial pour l'enfant et sa famille, c'est aussi l'avenir et le maintien dans l'emploi de la maman qui est en jeu. Vous qui avez une expérience sur le territoire, justement, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Elle a raison, c'est un vrai sujet. Les problématiques sont celles-ci. Premièrement, le diagnostic. Qui plus est en milieu rural. Mais on peut quand même reconnaître un véritable effort de repérage où j'ai eu la chance de travailler au niveau du ministère avec Adrien Taquet sur justement les troubles neurodéveloppementaux. On voit bien qu'il y a une vraie volonté. Donc ça, il faut quand même reconnaître le côté positif où de 0 à 3 ans, il y a un véritable, une volonté de mieux repérer. Pourquoi? Parce que tant que l'enfant n'est pas reconnu en situation de handicap, c'est-à-dire tant que la MDPH n'est pas venue statuer, ça
veut dire que derrière, les droits ne sont pas ouverts. Mais je pense que nous, les collectivités, au niveau de la région, des départements et aussi des villes, nous avons des leviers. Les leviers de la sensibilisation, les leviers de la formation et en même temps, ce levier qui est extraordinaire, qui sont les établissements médico-sociaux, tous les services qui peuvent se rendre et qui vraiment sont volontaires. Il faut juste prendre le temps, en fait, d'organiser, de mutualiser et de surtout décloisonner ce secteur du handicap qui est extrêmement cloisonné. Et je pense qu'à Évreux, on a réussi à décloisonner et je pense que la région sera également en capacité, parce qu'il y a cette volonté forte, de décloisonner. Et c'est majeur dans le champ du handicap. Merci beaucoup Francine, ça s'accélère dans les commentaires, ça défile. Merci beaucoup pour vos commentaires. Nous avons notamment Aline Louis qui nous dit c'est un investissement pour permettre au plus grand nombre de personnes souffrant de handicap physique et psychique vers l'autonomie. Nous avons Éric Leroy qui nous dit il faut tout simplement prendre les enfants comme des enfants et non pas comme des handicapés, bien entendu en ayant les identifiés auparavant pour apporter l'aide nécessaire, comme vous venez de le dire, chère donc Francine. Nous avons également donc Isabelle Lézé qui dit bonsoir, merci de parler du combat des parents pour obtenir des AVS en milieu scolaire. Ces parents se sentent parfois seuls et sont en grande détresse. Nous avons une très grande pensée à eux et justement, cher Bertrand, pour rebondir sur ce que vient de dire Francine, notamment sur le rôle que pouvaient avoir les collectivités territoriales dans ce sujet. Il y a le département, effectivement, qui est l'un des fers de lance sur la question sociale, mais la région Normandie peut intervenir et dans le cadre donc du comité, ou plutôt de l'observatoire régional du handicap qui sera créé, il y a une politique aussi qui tendrait à se créer si nous sommes élus, mais également sur le sujet de l'insertion, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses que nous proposons. C'est un sujet très vaste et il faudrait déjà que l'État joue pleinement son rôle et toutes les discussions sur les AVS, les AESH, c'est du rôle de l'État de jouer son rôle. Je rappelle que la loi dont parlait David tout à l'heure, elle est de 2005 et qu'elle n'est toujours pas totalement appliquée. C'est bien beau de faire des textes, mais quand on n'est pas capable d'avoir les moyens qui vont avec, ça sert strictement à rien. Donc c'est à l'État de jouer son rôle une fois pour toutes, mais tout le monde n'est pas Jacques Chirac. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas de vision globale et il faut qu'on prenne les choses comme il faut et qu'on s'organise. C'est pour ça qu'on propose la création de cet observatoire du handicap pour pouvoir vraiment avoir une vision complètement transversale, de voir ce qu'il est possible de faire pour nous, financièrement, techniquement, de ce qu'on peut décider pour la partie qui nous concerne, nous, c'est-à-dire le monde économique, le monde de l'économie sociale et solidaire notamment, mais du monde économique aussi, on pourra en parler, du monde de l'enseignement, des formations, des lycées, etc., pour qu'on puisse vraiment trouver les solutions et aussi accompagner les collectivités qui veulent rentrer dans ces sujets-là via éventuellement un accompagnement, les entreprises également, et aussi pouvoir sensibiliser et appuyer en disant nous, on a des demandes, nous, on veut que vous travailliez là-dessus et on veut que vous nous suiviez dans notre mode de raisonnement. Et donc, venez avec nous, faites comme nous, on va vous accompagner, on va vous montrer. Et on va aussi créer un agenda 22 régional pour permettre aussi une planification de tout ça, une organisation, une visibilité totale. J'en profite, puisque David parlait tout à l'heure du monde de l'entreprise, pour dire que on a bien conscience que l'aménagement de certains ateliers, l'aménagement de certaines entrées, l'aménagement de certaines usines, de postes de travail, ça coûte très cher. Ça peut être un frein à l'embauche. La loi, encore une fois, prévoit qu'on ait 6% de salariés qui soient en situation de handicap. Ça n'est pas respecté, non pas par une mauvaise volonté des chefs d'entreprise, mais par une difficulté financière. C'est toujours de la paperasse, c'est toujours de l'investissement. Et donc, vous savez que Sophie Gauguin, qui est aussi très attachée à ces questions de handicap et qui fait un travail très discret mais très efficace, notamment sur sa commune, on a créé pour le monde économique différents classements d'aide avec impulsion développement, impulsion relance, impulsion les coups de pouce, etc., etc. Là, on vous propose, vous les Normands et les chefs d'entreprise de Normandie, on vous propose de créer une nouvelle ligne d'impulsion qui s'appellerait Impulsion Handicap, et qui serait une ligne budgétaire dédiée pour vous permettre, pour vous faciliter le financement de l'aménagement de postes de travail, de l'aménagement de vos locaux pour permettre une meilleure embauche de personnes en situation de handicap pour que vous puissiez ainsi ne plus avoir de freins financiers ou en avoir moins pour qu'on puisse lever ces difficultés-là. C'est aussi une chose qu'on a décidé avec Hervé Morin de proposer aux Normands parce que on le sent bien, il y a des chefs d'entreprise qui ne demandent que ça, qui ne font aucune différence entre leurs salariés, mais pour qui pratiquement on est obligé d'avoir un poste de travail
adaptée. Donc, pour limiter le coût pour l'entreprise, on propose cette ligne budgétaire-là qui va permettre de faciliter la vie et permettre aussi l'accès de plein d'emplois à des personnes qui sont totalement capables de les exercer, mais avec juste un simple aménagement de matériel ou une acquisition de matériel qui est difficile parce que ça coûte très cher, parce que c'est toujours une question de marché et ça c'est insupportable, mais c'est comme ça. Merci Bertrand, de nombreux commentaires et une nouvelle fois donc dans l'espace dédié avec Ludo Garnier qui nous dit c'est clair que l'État est à la ramasse par rapport à ce que vous venez de partager, cher Bertrand. Également Câlin, Rookie, Oscar qui nous dit merci beaucoup de parler du handicap, l'État est à la traîne. Sadia, GHDE, il faut accompagner les entreprises pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. Sadia, GHDE qui nous dit bravo. Et donc également Cécile Rouquin Oscar qui complète en disant il faut encore qu'ils veulent embaucher. Justement, cela me permet donc de me tourner vers David. Bertrand vient parler du monde entrepreneurial avec des entreprises qui sont prêtes à enclencher cette dynamique d'insertion de personnes en situation de handicap, en également mettant en place des aménagements. Câlin, Rookie, Oscar nous dit qu'il faut encore que les entreprises souhaitent et acceptent d'embaucher. Par votre expérience, est-ce que vous avez peut-être des exemples d'entreprises qui justement s'est lancé dans cette dynamique de recrutement de personnes en situation de handicap et qui a été en mesure d'entreprendre des aménagements et de les réussir pour montrer que c'est possible? Comme l'a dit Bertrand, après il y a de nombreux chefs d'entreprise qui ne voient pas le handicap, qui voient les compétences. Donc un CV compétent, c'est un CV. Après, si vous voulez, il faut repartir à la base. Et aujourd'hui, ça passe par la mobilité. Donc déjà, si une personne ne peut pas se déplacer jusqu'à son emploi, c'est déjà un problème. Donc déjà, lever ces freins de mobilité, permettre déjà, vous voyez, la compétence des trains est à la région. Déjà, lever ça, lever ces problèmes d'accès, déjà de permettre, dans un premier temps, de régler ces problèmes de mobilité. Ensuite, si on met tout en place pour que les postes de travail soient accessibles, qu'on ouvre les entreprises à des personnes différentes mais compétentes, si je peux me permettre. Merci beaucoup David pour ces propos. Effectivement, sur l'accessibilité, c'est également un sujet qui est fondamental pour favoriser l'insertion professionnelle des Normands et qui plus est celles en situation de handicap, avec des trams qui doivent être également aménagées de la sorte. Peut-être rappeler que plus de 75 millions d'euros ont été mobilisés par la région Normandie ces 6 dernières années pour la rénovation et la modernisation des bâtiments des voyageurs, et également sur l'accessibilité des gares pour les personnes en situation de handicap. 23 gares ont ainsi été réaménagées, repensées sur l'ensemble du territoire normand. Prendrons par exemple Yvetot en Seine-Maritime, donc sur le pays de Caux. Cher Bertrand, donc sur l'accessibilité, il y a également d'autres politiques publiques qui ont été mises en place. Accessibilité professionnelle, il faut être formé, donc dès le plus jeune âge, on nous l'avait dit. Et donc lors de notre dernière émission relative au lycée, il y a un grand plan qui va être mis en place de modernisation des appareils numériques au sein des lycées qui, là aussi, permettrait aux lycéens d'avoir un meilleur matériel et qui plus est aux personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on va adapter ça parce que tout le monde ne peut pas se servir d'un ordinateur parce qu'il y a une situation de handicap qui est telle ou telle, et donc il faut adapter le matériel. Et on voit bien, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui signalait que le télétravail pouvait être une forme aussi d'évolution, pourquoi pas, mais il faut du matériel adapté. Et c'est ça qu'on veut développer aussi, notamment dès l'école, dès le lycée, pour que les élèves qui sont en situation de handicap puissent avoir du matériel qui leur permette de suivre les cours comme les autres, pour ceux qui sont capables de le faire. Il est bien évident, il y avait quelqu'un qui parlait des personnes qui ne sont pas capables de suivre les cours comme les autres en établissement scolaire classique, c'est une évidence. Ce que je disais de l'école, de l'inclusion, etc., et de la présence des enfants dans les établissements, c'est vraiment avec du personnel dédié, du personnel formé, mais que pour certains, ça n'est pas envisageable, parce que vous avez des situations de handicap
plus ou moins lourdes. Et une personne qui est en situation de handicap lourd ne peut pas forcément être dans une école, dans un lycée classique. Et donc, il faut des structures adaptées. Et c'est à l'État de le faire. Et on a plutôt l'impression que par souci d'économie de place, puisque c'est l'État qui ouvre des places, c'est comme ça qu'ils appellent ça en principe, eh ben, ils enferment pour les mettre à l'école, mais sans donner plus de moyens. Donc il faut que les outils, tous les outils soient là. Et je parlais tout à l'heure du plan qu'on veut mettre en place. Il y a aussi cet aspect-là de cadre. On sait faire plein de choses. Moi, j'ai visité un lycée avec Hervé Morin il y a quelques années où il montrait que la luminosité changer en fonction du moment de la journée pour ne pas être trop agressive pour les yeux des élèves et leur permettre quand même une attention particulière toute la journée. Selon le matin, c'est moins fort le matin, plus fort le midi, ça redescend un peu le soir, etc. Ça veut dire qu'on sait faire plein de choses. Et donc pour certains types de handicap, ça peut être essentiel. Des salles où il y a moins de bruit, des salles où il y a moins de lumière, des salles où on peut bouger la lumière parce qu'on sent qu'il peut y avoir de l'énervement. On sait faire tout ça. On sait faire. Les techniciens savent faire, les ouvriers savent faire, les entreprises savent faire. À nous de le financer, à nous d'ouvrir aussi nos locaux à tout le monde. C'est valable pour le lycée, c'est valable pour l'entreprise. Et encore une fois, on peut y arriver à condition de le vouloir. C'est tout ça qu'on veut mettre en place. Merci beaucoup Bertrand. Je me tourne désormais donc vers Cécile Rémy-Bastine. Notre thème sur le handicap est également suivi dans son intitulé d'invisibilité et de solidarité. On parlait d'invisibilité des personnes, ou plutôt des jeunes enfants de 0 à 3 ans, mais il faut également parler dans le cadre de la Maison des femmes, eh bien, des femmes victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, qui peut-être sont dans une situation de handicap. Votre structure, enfin la structure des Maisons des femmes qui va être déployé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire normand, propose des services concrètement pour les femmes qui pourraient être en situation de handicap et victimes. Qu'est-ce que ces maisons seraient en mesure d'apporter de manière d'être écoutées et de comprendre ce qu'elles ont subi? Les maisons des femmes, ce sont donc des lieux dédiés aux femmes qui sont accolés à un hôpital. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut parler de maison des femmes que lorsqu'il y a un hôpital. Et l'hôpital va permettre donc le soin, ça peut être le soin d'urgence, ça peut être la consultation d'ORL, le scanner. Et c'est l'hôpital qui permettra de prendre en compte le handicap. Puis, du fait de cette équipe pluridisciplinaire, on pourra orienter vers le conseiller social, vers l'association qui pourra prendre en charge la maison des femmes. Et il y en a une qui verra bientôt le jour à Elbeuf, et puis les 2 autres suivront. Ce sont des lieux où les femmes vont pouvoir venir être écoutées, et quelles qu'elles soient, on les orientera sans jamais les abandonner, ni les inciter, mais en partant de ce qu'elles demandent pour leur restaurer leur autonomie vers les partenaires qui pourront leur apporter les soins ou des corps ou de l'âme. Merci beaucoup Cécile. Je me tourne donc désormais vers Francine pour revenir sur la question donc de l'accessibilité à des études supérieures et même dès le lycée. Ça a un coût pour les parents d'acheter du matériel spécifique, d'acheter du matériel adapté pour suivre ces cours, pour pouvoir étudier, pour pouvoir entrevoir un champ des possibles professionnels développé grâce à un parcours étudiantin sur le long terme. C'est également difficile pour les étudiants et les lycéens en situation de handicap, justement de manier et d'apprendre à manier ces matériaux. Par votre expérience, voilà, quelles solutions pourraient être apportées, et ce qui me permettra après de me tourner vers Bertrand sur notamment ce que la région pourrait mettre en place, mais concrètement pour les parents, comment pourrions-nous les soutenir, et notamment avec votre expérience? Merci beaucoup Thibault de parler de ce coût. Gauthier, pardon, moi j'ai un problème de mémoire et de prénom, veuillez m'en excuser. Merci en tout cas d'évoquer le coût. Pourquoi? Moi je parle tout le temps et toujours de surcoût lié au handicap. C'est-à-dire que déjà, le fait d'accompagner un enfant jusqu'à sa vie d'adulte, c'est un coût que les parents prennent en charge de façon tout à fait normale et classique. Voilà. Dans le champ du handicap, donc déjà, tout coûte beaucoup plus cher. Et c'est ce que l'on évoque, le surcoût lié au handicap. Le surcoût, pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de rééducations qui ne sont pas forcément prises en compte par la collectivité pour plusieurs raisons. Parce que,
Difficulté pour poser le diagnostic. Donc, tant que le diagnostic n'est pas posé, on a du mal à mettre le bon droit qui va en face. Ensuite, c'est aussi l'accès aux professionnels de santé, d'où l'importance de travailler sur les maisons de la santé, comme le fait Hervé. Et en fait, tous ces freins pour accéder et aux droits et aux soins font que le reste à charge pose sur les épaules des familles. Et régulièrement, je souhaite en fait le rendre visible. C'est-à-dire que je questionne, quand je suis en commission au CDAPH de la Maison du Handicap, concrètement, combien ça vous coûte? Dites-moi, dites-nous par semaine votre emploi du temps, venez nous le raconter. Eh bien, c'est quoi? C'est 1-2 séances d'orthophonie par semaine, une séance de psychomote. Bref, ça peut aller entre 200 et 500 € par mois. Vendredi dernier, j'ai rencontré une maman qui a 7 enfants, une maman extraordinaire. Et on a repéré très tardivement que 4 de ses enfants avaient des troubles autistiques. Donc en fait, on est vraiment dans l'invisibilité totale, avec de vraies capacités, aucune déficience intellectuelle, donc tout passe au travers. 300 à 400 € par enfant multiplié par 4. Une seule personne travaille dans la famille. Et ça, et là, j'ai dit, mais comment vous faites alors pour les autres enfants? Elle me dit, mais je ne peux pas faire. Donc, en fait, c'est quoi? C'est le non-recours aux soins. Ça, c'est majeur. Après, je voudrais revenir, moi, sur l'accès à l'emploi dans l'entreprise. Il y a la fameuse journée de DUOD. C'est une journée où on marie le secteur du médico-social et l'entreprise. Eh bien, c'est un véritable succès. Pourquoi? Parce que là, il y a un accompagnement, on n'a pas peur. C'est travailler en amont. Et une fois que on a franchi cette barrière de l'entreprise qui fait peur ou cette barrière du handicap qui fait peur, et bien là, on se dit, oh ben finalement, c'est possible. Et c'est un véritable succès. Après, il ne faut pas que ce soit, j'ai envie de dire, un one-shot. Il faut qu'en fait, derrière, il y ait de vrais... mais par exemple, il y a de grosses entreprises dans le luxe qui vous disent aujourd'hui qu'elles ont pris l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap sur des compétences, on est bien d'accord, on n'est pas que sur des incapacités, on est sur des compétences extraordinaires parce qu'avec une sensibilité différente, eh bien, cela vient modifier l'image de l'entreprise. Et ça devient du coup un atout. Et vraiment, tous les employeurs qui jouent le jeu vous le diront. Merci beaucoup. Et alors justement, Francine, sur ce DUOD qui est une réussite, est-ce que, je me permets de poser la question notamment par rapport à ce que disait David Gall il y a quelques instants, est-ce que ce n'est pas justement le caractère inédit, le fait que ce soit sur qu'une seule journée qui fait que c'est une réussite, mais si c'était un schéma différent, peut-être sur une plus longue durée, qui nécessiterait un aménagement sur un plus long terme, ce serait différent ou ce serait la même chose? Non, en fait, du coup, d'un côté, c'est extraordinaire parce que c'était un peu nouveau, mais du coup, ça crée de la frustration parce qu'on a envie. Il y a eu des relations, il y a eu de vraies rencontres, il y a eu de vrais... Et vraiment, quand vous voyez le sourire sur les uns et des autres, mais vous avez les larmes aux yeux d'émotion, vraiment. Donc, il y a une vraie demande. Mais il faut accompagner les gens parce que ça fait peur. Non pas que ça fasse peur par ce détournement de regard, de la différence qui fait peur. C'est qu'on a peur de mal faire. Et nous, on l'a bien vu dans le cadre du Grenelle du handicap, où on a pris le temps d'écouter les familles, les professionnels, les élus, etc. On a peur, tout comme nous, chacun individuellement, lorsque nous apprenons la maladie d'un proche ou de notre voisin, d'un seul coup, on a peur de prendre le téléphone parce qu'on a peur de blesser. Eh bien, dans le champ du handicap, c'est un peu pareil. Voilà. Et on a bien vu dans le cadre du Grenelle, quand, par exemple, on a abordé le côté, civisme. Vous voyez, quand, par exemple, des personnes malvoyantes ou non-voyantes veulent traverser. Donc, naïvement, tout le monde a envie d'aider. Mais il faut déjà accepter l'aide. Il y a tout un travail à faire. Parce que sinon, on génère l'inverse, on génère de l'agressivité de part et d'autre. Et c'est souvent abordé dans le champ du handicap. On met souvent ce terme d'agressivité, mais simplement parce qu'il y a des peurs. Et finalement, Pascal Jacob, par exemple, qui n'a pas travaillé au niveau national sur l'accès au droit avec ce fameux rapport de l'accès au droit, dit que finalement, le véritable obstacle, c'est la peur. On a peur de mal faire, en fait. Parce que moi, je suis convaincue, vous voyez, c'est mon côté positif, et j'ai envie de m'attacher à ça, je suis convaincue que tout le monde veut bien faire. Et vraiment, de mes 20 ans d'expérience dans le champ du handicap, je suis convaincue que tout le monde veut bien faire.
Après, pour rebondir là sur sur l'agenda 22, qui vraiment me tient à cœur, c'est surtout, on le voit bien au quotidien, les choses existent, mais elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas lisibles. Donc en fait, on est en silo. L'information n'arrive pas aux familles, l'information n'arrive pas aux chefs d'entreprise. Regardez, essayez de trouver toutes les aides pour avoir un financement pour l'accès au transport, pour l'aménagement du poste de travail. Tout existe. Mais c'est hyper cloisonné et on ne sait pas où aller chercher l'info. Donc, l'un des enjeux majeurs de cet agenda 22, c'est de rendre lisible toute notre richesse en Normandie. On a réussi à commencer, je dis bien commencer, à Évreux et sur notre territoire. C'est un boulot colossal. Mais en fait, là, l'idée, c'est de le faire au niveau de la Normandie. On a un véritable potentiel, vraiment. Merci beaucoup Francine. Donc effectivement ce duo D qui est une réussite, qui permet entreprises et également apprenants, si puis-je dire, les personnes en situation de handicap qui souhaitent s'exercer à une profession, de pouvoir entrevoir un champ des possibles de partenariat, de montrer du point de vue d'une entreprise qu'il est possible donc d'embaucher des personnes en situation de handicap et de maintenir son attractivité, comme le disait donc tout à l'heure David. Il y a également un contexte que vous avez évoqué qui donc sur le coût, qui est également très important, notamment pour les jeunes lycéens, les jeunes étudiants et notamment lycéens, parce que pour les parents, en plus du matériel qui est très cher, comme le disait Ludo Garnier en commentaire, une fourchette pour hémiplégique, c'est minimum 15 €, ce qui peut paraître anecdotique, mais qui, ajouté à d'autres dépenses, est particulièrement onéreux. Je me souviens, lorsque j'étais au collège, et ce qui commence à dater, il y avait effectivement des personnes en situation de handicap. Les bus n'étaient pas équipés au sein des territoires ruraux d'espace pour accueillir des personnes en situation de handicap, et donc les fameux collégiens, avaient des navettes spécifiques, onéreuse, parce qu'il fallait donc un service atypique, un service ciblé, privilégié, si puis-je dire, pour la personne en situation de handicap, pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc effectivement, il y a la question du coût qui est très importante. Et donc, je me permets de me tourner donc vers Bertrand Dognaud. Il y a un contexte qui vient d'être énoncé par nos intervenants sur le coût, l'accessibilité au travail, la visibilité également des jeunes publics et également des femmes pouvant être victimes de violences conjugales. La région Normandie a déjà mené de nombreuses actions, comme vous l'avez cité il y a quelques instants, mais qui, dans le cadre de la prochaine mandature, si une nouvelle fois, chers Normands, vous nous renouvelez votre confiance, a également des propositions, et notamment une proposition phare qui est d'en faire une vice-présidence. Ce qui vient d'être dit sur le... Je vais revenir 30 secondes sur le surcoût et la peur de mal faire. Quand vous devenez parent, quand vous sortez de la maternité et que vous vous retrouvez avec 50 cm de vide devant vous et que vous ne savez pas trop comment faire, en vous disant je ne peux plus appuyer sur le bouton parce qu'il n'y a plus la sage-femme pour m'aider, vous êtes déjà un petit peu pas trop rassuré. Bon, vous y faites, vous n'avez pas le choix. Mais quand en plus... vous apprenez quelques années plus tard, où vous voyez déjà quand le bébé est là qu'il y a des difficultés, qu'il va y avoir des difficultés, vous avez déjà un surcoût affectif et humain qui est là. C'est peut-être pas la peine de rajouter un surcoût financier. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en place tous les accompagnements pour essayer de faciliter la vie de ceux qui sont concernés directement en étant eux-mêmes en situation de handicap, mais aussi pour leur famille. On pourra en parler aussi avec les maisons de répit. Et pour coordonner tout ça, pour rendre visible tout ça, il y a l'agenda 22, il y a les dispositions qu'on a énoncées, mais il y a aussi le fait de dire il faut qu'on ait quelqu'un qui centralise tout ça, qui ait une vision globale et qui puisse agir et avoir des contacts à l'extérieur auprès des autres collectivités, auprès des autres institutions, auprès des associations, être un interlocuteur dédié auprès des différentes associations et des partenaires, et au niveau aussi des services de l'État. Donc c'est pour ça qu'Hervé Morin a décidé que une vice-présidence aurait, dans le cadre de sa compétence qui lui appartiendra à lui de décider, mais il y aura la notion et le terme de handicap et la mission de contrôler et de gérer tout ça pour qu'il y ait une visibilité qui soit vraiment très claire et qu'on gagne en efficacité et qu'on gagne vraiment en cohésion pour qu'on puisse aller vraiment vers une action plus efficace, plus coordonnée envers tout le monde pour l'ensemble des territoires, les territoires urbains comme les territoires ruraux. Parce que ça aussi, ça pose aussi d'autres soucis. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse ça. Et quand on a aussi une situation de handicap dans une famille, la peur de mal faire, on l'a au quotidien.
Se dire, est-ce qu'on fait bien pour son gosse? Est-ce qu'on fait bien pour son frère ou sa sœur ou son parent ou peu importe? Est-ce qu'on va bien agir? Les parents ont ça, les familles ont ça, les personnes elles-mêmes ont ça parfois. Nous, on ne doit pas avoir peur. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment enlever de notre tête, c'est d'avoir peur. Parce que si on a peur un jour là-dessus, on échouera. Et je disais au début qu'on ne veut pas en parler, c'est avoir peur. Et nous, on va montrer qu'on n'a pas peur. Merci beaucoup Bertrand. Et donc il y a une question sur le coût du déplacement. Je parlais également tout à l'heure des collégiens qui, du fait de ne pouvoir monter dans des bus traditionnels, si puis dire, ou donc étaient obligés de prendre des navettes spécifiques. Il y a un service qui est soutenu, cher Bertrand, par l'ADN, l'Agence de développement de Normandie, qui est Normandie Navette, qui en plus donc d'offrir des services, met l'accent sur la protection et l'accessibilité de ces navettes. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas, dans le cadre de cette vice-présidence, une possibilité d'entrevoir un champ des possibles plus élargi, peut-être pour ces jeunes? Alors, cette vice-présidence, cette action aura la marque de fabrique, l'ADN de la Normandie conquérante, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer les choses depuis le haut. Et on va agir, enfin, ça, je suppose qu'on continuera à agir comme ça, mais on va continuer à agir de par les idées du territoire. C'est-à-dire qu'en fonction des demandes et des remarques qui pourront nous être faites, on pourra adapter notre action comme on le fait depuis 5 ans, c'est-à-dire on dédie des budgets, on dédie des politiques, des pistes, des grands cadres, mais ce sont les territoires qui nous font remonter leurs besoins, leurs exigences, leurs critiques, tout ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on devra fonctionner, parce que si on refait encore l'erreur de dire tout vient d'en haut, on va louper des choses, alors qu'on le voit bien par les prises de position des unes et des autres ce soir. Il y a tellement de variétés de choses, il y a tellement de besoins différents qu'il faut qu'on fasse remonter tout ça. Et l'utilité de cet agenda 22, l'utilité de cette vice-présidence, l'utilité de tous ces systèmes impulsion handicap, exiger de l'État des choses, des classes adaptées et des classes adaptées au handicap au pluriel, peuvent nous permettre de réussir un peu mieux notre action publique envers ces publics-là. Merci beaucoup Bertrand. Il est désormais 19h59. Nous allons continuer sur un dernier sujet qui est néanmoins et particulièrement fondamental au sein de notre territoire régional, et notamment après plus d'1 an de confinement. Nous avons été enfermés, c'est le sujet de l'activité sportive. L'activité sportive, donc, et notamment auprès des jeunes publics, mais aussi auprès des adultes. Une activité parfois qui nous permet de penser à autre chose, de déconnecter et aussi de s'entretenir, et qui nécessite également pour certaines disciplines des matériaux spécifiques. La question du sport, donc Bertrand, là aussi, fait l'objet d'une attention particulière de la part de la région, notamment auprès des personnes en situation de handicap. On a tous des fédérations ou des ligues de sport et de sport adaptés ou de handisport qui peuvent exister un petit peu partout sur nos territoires. Et on se rend compte que, comme pour les parents, comme pour les entreprises, comme pour les collectivités, ça coûte cher d'avoir du matériel adapté, ça coûte cher de pouvoir permettre à des enfants en situation de handicap d'essayer d'apprendre à nager, d'essayer de faire du sport, quel que soit du sport collectif ou du sport individuel, peu importe. Et donc, on va créer aussi un fonds dédié, un budget dédié pour permettre, faciliter aux ligues, aux clubs sportifs qui ont une volonté d'investir sur ces sujets-là, sur ces questions-là, sur le matériel comme ça, pour limiter un peu toujours cette affaire de coûts. Il y aura une enveloppe qui sera dédiée pour que les clubs puissent un peu plus facilement acheter du matériel et permettre ainsi à tout le monde d'exercer le sport dont il a envie de pouvoir toucher, auquel il a envie de pouvoir toucher, parce qu'il n'y a aucune raison de priver toute personne de faire du sport, parce qu'il aura une situation de handicap qui rendrait impossible, surtout pour un problème d'argent. Donc c'est pour ça que là aussi, on va mettre de l'argent dédié pour que les clubs sportifs, les ligues puissent investir et ainsi développer le sport pour tous. Merci beaucoup Bertrand. Je me tourne donc vers Francine, et notamment un sujet sur les espoirs en la matière. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé en préparant l'émission avec
l'ensemble de mes collègues, c'est que nous ne voulions surtout pas, susciter de faux espoirs, parce que nous savons que les familles sont en souffrance dans leur quotidien, vraiment, que du coup, il est facile de jouer sur ces fragilités. Et nous avons vraiment veillé à ne pas faire naître de faux espoirs, vraiment. Donc là, toutes les mesures qui ont été annoncées, c'est que vraiment, c'était déjà du concret, que c'était une véritable volonté. Et il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, de fausses annonces. Parce que vraiment, nous n'avions pas envie de cautionner ce genre de choses. Et vraiment, ça fait partie de l'éthique qui nous anime. Et du coup, c'est la politique comme moi, je l'aime. Et c'est un bonheur que de travailler avec vous. Merci beaucoup Francine. Il est donc 20h02. Nous allons doucement clôturer cette donc 16e émission relative au handicap, invisibilité et solidarité. Dernier tour de table. Cécile, donc Rémi Basti, souhaitez-vous ajouter des propos supplémentaires sur ce sujet aux Normands, des Normands qui nous regardent? Très rapidement, il y a un autre sujet auquel la région tient beaucoup, ce sont les maisons de répit pour aider les aidants. Le maintien à domicile ne sera possible que si l'on permet aux aidants, aux familles, d'avoir un moment où dans une structure adaptée, avec un personnel formé, on puisse accueillir ces personnes et que ces personnes ne soient pas non plus paniquées à l'idée d'aller dans un lieu inconnu. Et le plus essentiel, c'est que, comme on l'a tous dit, comme a bien insisté Bertrand, qui fait la jonction entre la mandature passée et la mandature à venir, c'est que ce que l'on dit, on essaiera de le faire et on le fera en concertation, c'est-à-dire en tenant compte de ce que les usagers attendent, de ce que les professionnels ont à nous faire remonter, et nous sommes à la disposition des Normands pour que cette Normandie, elle soit inclusive et que surtout, elle permette à chacun d'être autonome et de pouvoir se développer, quelle que soit sa condition. Merci beaucoup Cécile, Rémi Basti, David Gall, pour celles et ceux qui nous regardent et face à ce qui a été dit, est-ce que vous souhaitez apporter un dernier mot? Écoutez, on va être optimiste et avec beaucoup d'espoir et moi je fais le souhait que la Normandie soit un modèle pour le handicap. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts et on doit faire en sorte que nos compatriotes en situation de handicap vivent sereinement. Merci beaucoup David. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc sur la maison de répit qui ont été exposées il y a quelques instants par donc Cécile et Rémi Basti, Bertrand Dognaud, un dernier peut-être mot avant de donner la parole à Francine. Juste pour compléter sur les maisons de répit, l'idée était de les ouvrir aux familles de personnes qui ont une maladie dégénérative, neurodégénérative, Alzheimer ou autre, mais c'est aussi une possibilité pour les familles de personnes en situation de handicap, pour qui c'est parfois très dur, pour qui pouvoir aller au cinéma, pour qui pouvoir aller chez des copains dîner et pouvoir souffler un petit peu, c'est excessivement important. Il y a des familles qui ont beaucoup de souffrances, il y a des familles avec des parents seuls, avec des parents âgés, et c'est vraiment une nécessité. Tous ceux qui connaissent, et on en connaît tous dans nos familles, une situation ou de handicap très lourd ou d'Alzheimer très lourd, etc., voient bien que notamment pour le conjoint, c'est excessivement fatigant. Et combien de situations chez les personnes âgées, on voit d'abord la personne qui n'est pas atteinte de la maladie partir la première parce qu'elle est usée, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle n'a pas ces moments de répit. Et il y a aussi de la déprime qui peut naître, etc. Donc c'était essentiel, ces maisons-là, pour permettre à tous de retrouver de l'équilibre, pouvoir souffler un peu et pouvoir retrouver après l'énergie et toute l'affection possible en rentrant chez soi, en ayant passé un petit moment pour soi. Se donner pour les autres, c'est très bien, mais avoir aussi des petits moments pour soi, c'est aussi utile pour soi-même et aussi pour celui ou celle qu'on est obligé d'accompagner. Merci beaucoup Bertrand Dognaud. Et donc pour terminer, Francine, un dernier propos? Oui, pour rejoindre cet optimisme qui vraiment nous anime, c'était de faire le lien un peu, par exemple, le territoire d'Évreux et ses 74 communes. On a réussi à aller devant les étoiles de l'Europe, puisque nous avons été reconnus 2e auprès de la Commission européenne du handicap, Accessibility Award. Eh bien, le rêve, c'est finalement que le handicap parte dans les étoiles de la Normandie, comme aujourd'hui, on a Thomas Pasquet qui est parti dans les étoiles. Eh bien, portons le handicap aussi loin que nous le pouvons.
Merci beaucoup Francine Margaliano pour ces propos et ces notes d'espoir pour clôturer. Vous remercier chers Normands, mesdames et messieurs, pour votre fidélité et pour, oui, il faut le dire, votre activité en commentaire. J'espère que nous avons pu tous ensemble brasser de manière générale ce sujet ô combien important du handicap et de répondre à vos questions, également répondre peut-être à des interrogations quant à nos propositions sur l'avenir, ce que nous vous proposons en cas de renouvellement de votre confiance. C'est un plaisir pour nous tous d'être présents devant vous. Remercier en les représentant donc nos intervenantes et intervenants, avec donc Bertrand Degnaud, vice-président de la région Normandie en charge des lycées, également avocat et candidat sur la liste de l'Orne de la Normandie conquérante. Bertrand, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Mais de rien, merci à toi Gauthier. Merci beaucoup Bertrand. Je me tourne également donc désormais vers Francine Maragliano, adjointe au maire d'Évreux, conseillère communautaire déléguée à Évreux Porte de Normandie, en charge notamment de la délégation des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité. Francine, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Je remercie également David Gall, donc consultant en handicap. Vous êtes venu tout droit de la Manche ce soir pour cette émission. Merci pour votre disponibilité et pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, donc, remercier Cécile Rémy-Basti, infirmière, qui est donc intervenue sur le sujet notamment de la Maison des Femmes. Vous êtes également membre de la liste Normandie conquérante pour le territoire de l'Eure, tout comme Francine. J'ai failli décidément de nouveau l'oublier. Merci beaucoup pour votre disponibilité et présence ce soir. Merci beaucoup et merci à tous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle émission, la 17e, sur le thème de la santé, avec Guy Lefranc et Raphaël Croquefer en animateur pour les jeunes Normands conquérants. Voilà, merci à vous. Passez un excellent dimanche, bonne fête des mères et vive la Normandie.